téléspectateurs de Mandé TV, où que vous soyez, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Portrait. Cette fois-ci, chers téléspectateurs, nous sommes avec Madame Touré Lala Tangara, une grande dame du basketball malienne. Elle a fait le basketball et elle est une grande dame aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Au cours des discussions, vous et moi, nous allons la découvrir. Bonjour Madame Touré. Bonjour. Merci de nous avoir accordé votre temps. Madame Touré, pouvez-vous nous parler de vous? Qui est Madame Touré Lala Tangara? Moi, c'est Madame Touré Lala Tangara. Je suis née le 23 octobre 1960. Mariée, mère de 2 enfants, une fille et 2 garçons. Madame Touré, pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire? Bon, mon parcours scolaire, j'ai fait l'école de Médine. Je me suis arrêté au DF puisque je ne voulais pas aller loin. J'avais déjà un objectif. L'objectif, c'était quoi? C'était de pouvoir créer mon entreprise un jour. Et pour ça, après le DF, j'ai fait 2 années d'études commerciales. Et j'ai fait une formation en gestion d'entreprise à Paris. Et après, je me suis intéressé vraiment à la création de cette entreprise-là. Qu'en est-il de votre parcours professionnel? Parce qu'après votre parcours scolaire, vous vous êtes intéressé, vous vous êtes vite intéressé dans le domaine du travail. Oui. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel a été un engagement, comme on peut le dire, puisqu'il fallait d'abord apprendre un métier. Bon, moi, j'ai choisi la teinture, et la teinture biologique, et notamment le bogolan. J'ai fait une formation de 2 ans avec le groupe Kassobane, qui sont les premiers sortants de l'ENA qui se sont intéressés au bogolan. Et après ces 2 ans, j'ai créé un atelier de couture. Et puisque qui dit bogolan dit coton. Après j'ai réfléchi, je me suis dit que ok, la teinture, le bogolan, tout ça c'est beau. Mais il faut commencer au début de la chose. Et le début de la chose, c'était le coton. Puisque le Mali avait un problème avec l'écoulement du coton. Je me rappelle d'une petite histoire qui a déclenché vraiment cette histoire de coton. Feu au général Moussa Traoré, quand il était président, un jour, il se plaignait à la télé. Il disait qu'on avait baissé le prix du coton. Tu vois, on est en train de saboter le prix du coton alors qu'on était producteur. Ben, j'ai réfléchi, je me suis dit que ok, moi, ça peut être un combat pour moi. Et là, je me suis intéressé au coton. J'ai été en milieu rural et j'ai regroupé les femmes autour du coton, notamment les fileuses. Après, c'était les tisserands. Après, c'était les teinturières. Et après, bon, comme on le dit si bien, ça a pris du temps. Ça n'a pas été quelque chose de facile, puisque moi-même, personnellement, je ne suis jamais attiré par les choses faciles. Donc, vous aimez les challenges. Voilà, j'aime le défi. Et j'étais prête à me battre pour mon pays, puisque moi, bon, c'est vrai que je fais le commerce, j'ai fait tout ça, mais c'est l'amour du pays qui compte. C'est l'amour du pays qui compte. Et mettre les gens au travail aussi était une fierté pour moi. Tu vois, le peu d'études que j'ai fait et le peu de connaissances que j'avais, il fallait le mettre vraiment à la disposition du milieu rural. Voilà. D'accord. On a appris aussi que vous faisiez le basketball. Oui. Comment est-ce que vous avez pu joindre les deux, le sport et se focaliser sur l'entrepreneuriat? Oui. Comment est-ce que vous avez fait? Excuse-moi. En fait, ça va ensemble. Puisque vous savez, le basket, moi je pense que le sport collectif, c'est une deuxième école. Vous voyez? Le sport collectif, ça t'amène, surtout quand tu avances juste dans l'équipe nationale. Non seulement ça te donne l'amour du pays, parce qu'à chaque fois que vous sortez, que vous allez jouer dans un autre pays, il y a l'hymne national qui est là. Tu vois, toi-même, tu es prête à défendre les couleurs de ton pays. Ça, c'est les bienfaits du sport au haut niveau. Vous voyez?
Ben, moi, j'ai commencé très jeune, puisque l'opportunité, ça a été quoi? C'est que c'est des stades qui m'entourent. Oui. Tu vois, c'est des stades qui m'entourent. Et puis, les stades, c'était notre coin de jeu. Et puis, voilà, il y a le basket. Moi, j'ai commencé avec le mini-basket. Après le mini-basket, un peu, bon, il y en a qui disaient que j'étais doué et tout. Bon, il y avait les encadreurs qui étaient là, qui étaient volontaires, tu vois, qui faisaient ce travail avec amour, qui nous guidaient, tu vois, qui nous guidaient, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment dans l'équipe nationale. Et moi, j'ai joué des années dans l'équipe nationale. Vous voyez, et l'équipe nationale, c'est vraiment quelque chose de formidable. Puisque là, maintenant, vous n'êtes pas entre coéquipiers. Vous êtes, on prend 5 dans le stade, on prend 5 dans le Djoliba, on prend 5 dans le Real, ainsi de suite. Vous voyez les bienfaits. Oui. Ça, vous êtes là ensemble à l'internat. Bon, vous êtes là pour un but bien précis. Un facteur de cohésion. Voilà. Et tout ça, on le retrouve dans le sport. Oui. Dans le sport collectif. Et moi, je pense que c'est une deuxième école. C'est une deuxième école. Au lieu de rester dans la rue, vous voyez, tu vas désœuvrer. Moi, je pense que tous les parents, je n'arrête pas de dire aux parents, amenez les enfants au basket. Parce que moi, le bienfait que ça m'a fait, il faut que vraiment on le diffuse. Tu vois, il faut qu'on communique ça aux parents. Parce qu'à chaque fois que moi, je vois une fille qui est grande, je vais d'abord voir sa maman. Non, je la vois d'abord, je la demande, est-ce que tu n'aimerais pas faire le basket? Et puis quand elle me dit, j'aimerais bien, je vais voir les parents. Oui. Je leur dis, ok, il faut amener cette petite au basket. Et puis il faut la suivre comme vous la suivez à l'école. Ça peut l'amener loin. Oui. Ça peut l'amener loin. Parce que moi, j'ai fait l'expérience avec ma propre fille. Vous voyez? Et elle, déjà, à 8 ans, je l'ai amenée au basket. Tu vois? Bon, elle a joué au cadet. Elle a été championne d'Afrique. Elle a joué l'équipe junior. Elle a été championne d'Afrique. Elle a joué au Djoliba. Elle a été, le Djoliba a été championne d'Afrique. Et ils ont pris la coupe des clubs champions. Et puis en même temps, elle jouait à Dakar. Ce sont elles qui ont emporté la coupe d'Afrique. Vous avez été une source de motivation pour elle. Voilà. Et vous avez l'encouragé aussi. Oui, après ça, elle a eu une bourse. Elle est allée aux États-Unis pour étudier. Maintenant, elle est revenue, elle est devenue arbitre international. Bon, pourquoi ne pas vraiment diffuser ça aux gens pour qu'ils comprennent que quand on veut, on peut. On peut, oui. Quand on veut, on peut. Voilà. Dans ce sens, est-ce qu'à l'époque, à votre temps, est-ce que vos parents vous ont encouragé? Parce qu'à l'époque, les filles, les parents ne donnaient pas assez d'importance à ces activités. Ils pensaient que c'était les garçons seulement qui peuvent participer à ce genre de jeux. Est-ce que vos parents ne vous ont pas trop fatigué dans ce sens? Moi, j'ai été plus que fatigué. Parce que je me cachais. Oui. J'ai fait des années, je me cachais pour aller jouer au basket. Je vous raconte une petite histoire. Une fois, bon, je peux dire que j'ai été la première femme au Mali à bénéficier de la couverture du magazine Amina. Et mon père qui travaillait au Grand Hôtel, qui fournissait des produits au Grand Hôtel, il y a une librairie là-bas. Et puis, il y a un blanc qui a vu le nom Tangara. Il a acheté le journal et puis il l'a montré à mon père. Moi, j'étais toute assise là avec ma culotte et puis le garçonnet. Mon père a vu que c'était à moi. Oui. Ah non, ça a été un scandale. D'ailleurs, il a brûlé tous mes équipements et il m'a fait savoir que pour toi, c'est fini, tu n'auras pas de mari. Parce qu'il paraît que ce journal-là, c'est ça. On le voit partout en Afrique. Oui. Tu vois, ça a été trop dur, trop dur. Mais bon, avec les interventions des dirigeants, parce que quand on m'appelait à l'équipe nationale, les dirigeants, il fallait pour moi venir intervenir auprès de mon père. Bon, c'est comme ça qu'il a commencé à comprendre. Au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure que c'était un truc, pas pour les garçons, mais les filles aussi. Tu vois, c'est là, en tout cas, les dirigeants ont bien plaidé ma cause. Et puis, ça s'est terminé bien.
Sinon, à l'époque, ça a chauffé. Ça a vraiment chauffé. Ça a vraiment chauffé. D'accord. Oui. Et pourquoi vous avez quitté le domaine du sport pour vous investir dans le domaine de l'entrepreneuriat? Oui, parce qu'en fait, il est très difficile de concilier les deux. Il y en a qui arrivent à le faire. Oui. C'est-à-dire, il y en a qui arrivent à faire le basket et puis faire des études universitaires. Mais cela n'est pas donné à tout le monde. Oui. Bon, même si on s'arrêtait au bout du chemin, nous, on avait quand même... nos dirigeants étaient là, qui étaient responsables des services. Ils pouvaient te prendre dans les services. Tu vois, il fallait avoir un niveau. Soit on te prenait à l'INPS, en tout cas, on te prenait quelque part. Mais moi, mon objectif, ce n'était pas ça. Oui. Ce n'était pas d'aller travailler dans un bureau. Puisque je me suis dit qu'il y a de la place pour l'entrepreneuriat. Oui. Là, je me suis dit que, ok, je voudrais être ma propre patronne. C'est là que je suis allée vers l'entrepreneuriat. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat en général, surtout de nos jours? Bon, l'entrepreneuriat, je peux dire que celui qui arrive à se lancer dedans, c'est très dur. C'est très difficile. Très. Mais ça peut être une passion aussi. Oui. Ça peut être une passion. Quand ça devient une passion, c'est là que vous voyez que vous avez bien choisi. Et puis moi, j'encourage tout le monde. Parce que vraiment, l'État ne peut pas tout faire. La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Oui. Et je vous dis, il y a du travail au Mali ici. Seulement, ce que nous voulons, c'est commencer aujourd'hui et puis réussir demain. Et cela n'est pas possible dans l'entrepreneuriat. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui. C'est comme si, ça dit, il faut commencer au bas de l'échelle. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous vous intéressez à la formation aussi. Parce que vous pouvez bénéficier à certaines formations, puisqu'on amène ça pour les entrepreneurs. La formation ne s'arrête pas. Vous voyez, on peut trébucher, on peut tomber. Tu vois, souvent on s'arrête, souvent on ne croit même pas à la chose. Mais quand tu as le fibre de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on reprend toujours quoi, on reprend toujours. C'est pour qu'on dit d'avoir l'amour du métier. Voilà, il faut avoir l'amour du métier, c'est ça. Bien. Madame Touré, pour vous, comment est-ce que votre entourage vous définit? Bon, vous savez, là aussi encore, c'est pas facile. Parce que nous vivons dans un pays où Djamanadou changera quoi. Djamanadou changera. Oui. Bon, on te voit aller et venir. Bon, on ne peut pas raconter ce qu'on fait à tout le monde. Ça, c'est clair. Bon, quand on ne te voit pas avec beaucoup de matériel et tout, Oui. on pense que tu es en train de faire des va-et-vient pour rien. Des va-et-vient inutiles. Des va-et-vient inutiles. Et quand on a l'esprit d'entrepreneuriat, tout ça, tu balayes tout ça. C'est encombrant, quoi. Oui. Je veux dire, c'est encombrant. Sinon, ceux qui vous connaissent, qui connaissent votre travail, t'encourageront toujours. Ils vont t'encourager toujours. Moi, je vous donne un petit exemple. Une fois, j'étais assise ici avec mon mari, on regardait la télé. Et puis, la Caisse française de coopération a lancé un concours. C'était pour les créateurs d'entreprises en Afrique. Oui. Et le tour, c'était le Mali. Quand j'ai écouté, j'ai dit à mon mari, moi, je peux gagner à ce concours-là. Il a dit, ok, vas-y. Et le lendemain, je suis allée chercher le dossier. J'ai monté le dossier que j'ai envoyé par DHL à Paris. Et 8 mois après, j'étais lauréate. Voilà, j'étais lauréate et moi j'avais juste demandé à ce qu'on me forme en gestion d'entreprise. C'est ce que j'avais demandé. Bon, des gens comme ça, quand ils te sélectionnent, ils savent là où tu veux aller. Oui. Là où tu veux aller. Oui. Ce qui fait que moi j'ai des gens comme ça autour de moi. Tu vois, j'ai des partenaires aux USA. Puisqu'en fait, moi, mon commerce est carrément tourné vers l'exportation. Oui. Et je suis invité dans des expos aux États-Unis. Bon, là, je pense que ça doit me suffire. Oui. Et autour de moi, mon mari est là, il sait ce que je fais et tout. C'est le plus important, voilà, l'essentiel. D'accord. Oui. Madame Lala, toujours dans le sens de votre métier, dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous avez dit que vous avez fait des formations avec
des formations sur le bogolan. Pouvez-vous nous parler un peu de cela? Parce qu'à l'époque, les métiers de teinture n'étaient pas aussi valorisés et n'étaient pas aussi connus que ça. Bon, voilà, vous venez de parler de ma passion. Parce qu'en fait, le bogolan, non, c'est un produit génial. C'est un produit génial. C'est une technique qui est millénaire. Le bogolan est une technique qui est millénaire. Nos ancêtres ont gardé ça pour nous. Et seul le Mali, en matière de teinture biologique, seul le Mali est capable de sortir du noir avec de l'argile. Très bien. Oui, de l'argile. Oui. Quand vous partez dans les grands musées à travers le monde, vous allez voir ce que le bogolan représente pour les Blancs. Parce qu'en matière de textile, le bogolan est le seul textile qui respecte la nature, qui n'est pas polluante. Oui. Le bogolan n'accepte même pas l'eau du robinet, parce qu'il y a l'eau de Javel là-dedans. Oui. Le bogolan, c'est l'eau du puits. Vous voyez? Et ça, c'est une technique qui est millénaire. C'est une technique qui est millénaire. Ça nous appartient. Oui. C'est pour nous, le Mali. Et ça valorise nos cultures. Voilà, ça valorise nos cultures. Mais ça commence à venir. Oui. Parce que moi-même, je suis une promotrice et une grande... c'est-à-dire, je défends tout ce qui est malien, moi je défends. Oui. Tout ce qui est malien, je défends. La consommation locale. Voilà, la consommation locale, parce que tu as beau aller à l'extérieur et tout, vendre ton bogolan là-bas, mais il faut sensibiliser les Maliens même à consommer ce qui nous appartient, oui. Notamment le bogolan. Oui. Souvent, on voit des affiches dans les services, on voit la photo du chef de l'État, je ne connais pas. Mais aux États-Unis, quand tu vas aux États-Unis, tu rentres dans le bureau d'un grand responsable, tu verras un pain de bogolan accroché au mur. Ne te pose même pas 1000 questions. Celui-là, c'est un environnementaliste. C'est comme leur drapeau. Oui. Les environnementalistes à travers le monde, toujours tu verras un pain de bogolan accroché à leur mur. Mais eux, ils le font. Pourquoi pas nous? Parce qu'il faut aller dans le bon sens. Oui. Le développement, c'est aller dans le bon sens. Effectivement. Voilà. On accroche la photo du président, c'est beau et tout. Mais quand tu accroches une pain de bogolan, mais mets-toi en tête que celui qui a cultivé le coton aura sa part. Oui. Celle qui a cueilli aura sa part. Celle qui a filé aura sa part. Celle qui a cardé aura sa part. Oui. Celui qui a tissé aura sa part. Celui qui a fait la teinture aura sa part. Vous voyez toute une chaîne de production. Oui. Une pain seule. Vous voyez toutes les personnes qui interviennent là-dedans. Oui. Parce qu'ils allons dans le bon sens. Il n'y a que le bon sens qui peut amener un pays vraiment à se développer. Exactement. Et le textile est un très bon créneau. Et nous sommes en avance sur beaucoup de pays. Si ce n'était pas parce que le bogolan refusait l'eau de mer, ça trouvera que les Sénégalais ou les Ivoiriens, ils allaient nous arracher ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Mais c'est un produit qui n'accepte même pas l'eau de robinet d'ici. Il faut puiser, il faut prendre l'eau du puits. Et moi, je pense que vraiment, les Maliens, ils doivent revenir. Parce qu'en fait, on est ce qu'on est. Oui. On est ce qu'on est. Moi, je peux porter un jean, je peux porter une chemise. Mais en fait, quand tu vas dans les expos ailleurs, quand tu te mets en boubou, tu as un pain bogolan autour du cou, on te respecte. Oui. On te respecte. Parce que tu as ton identité. Oui. Tu respectes ton identité. Identité, exactement. Voilà, voilà. Le bogolan, c'est un bon créneau. Il faut créer des centres de bogolan, il faut créer des centres de tissage, puisque ce coton nous appartient. Oui. Mais pourquoi être un producteur de coton, un cultivateur de coton pour d'autres? Il faut valoriser ce que vous faites. Voilà. Moi, j'étais dans une réunion à Dakar, c'était dans le cadre de l'AGOA. Et l'AGOA est un visa que les Américains donnent aux Africains. Oui. C'est pour que nous puissions vraiment accéder à leur marché avec nos textiles et tout. Et il y a un journaliste qui a eu à me poser la question. Il m'a demandé, madame, vous arrivez à produire, vous arrivez à transformer combien de tonnes de coton?
par an. Par an, oui. Et je lui ai dit que non, que ce n'était pas la bonne question. La bonne question, c'était, Madame Touré, vous arrivez à regrouper combien de femmes autour d'une balle de coton? Oui. C'est ça la bonne réponse. Parce qu'à quoi ça sert de produire des centaines de tonnes de coton? Moi, je me suis tout le temps plaigné de ça. Quand on dit que le Mali est premier, le Mali a été premier, ça dit, je me moque. Je me moque. Ça fait 30 ans que je me moque de ça. Parce qu'il ne suffit pas d'être premier dans la production et que vous ne faites rien de ça. Ça ne fait que se vendre à l'extérieur et ils valorisent ça. Ils les transforment et tout. Donc, et nous, on n'arrive pas à transformer ça. Ah, et après, ils reviennent, ils nous font consommer ça. Plus cher. Plus cher. C'est ça. Toujours dans ce sens, on voit que maintenant, les gens essayent de transformer les bocolans en pain. Et qu'est-ce que vous voyez dans ça? Bon, moi, on est en train d'annoncer des usines de transformation. Bon, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si on a associé les artisans à ce projet-là. Parce qu'en fait, l'industrie se nourrit de l'artisanat. Tous les dessins que vous voyez là, sur les bocolans faits à l'étranger, c'est les designs du Mali. Oui. Et nous, nous sommes des designers. Vous voyez? Bon, si réellement l'État veut que ce projet soit vraiment un projet fiable, il doit associer les artisans. Oui. Comment associer les artisans? Parce qu'actuellement, nous, on bénéficiait des subventions de l'étranger. Maintenant, on n'arrive plus à avoir les subventions. Vu les problèmes même du pays, on pense que ça va se terminer un jour. Mais pour le moment, moi, je pense que l'État doit avoir des actions pour ces usines, avoir quelques actions pour les artisans qui s'occupent du textile. Oui. Parce que c'est notre bien. Oui. Parce que tant que l'État nous associe avec des actions pour ces usines-là, les retombées vont toujours revenir à la base. Oui. Puisque nous, on ne va jamais arrêter de former. On a même l'intention d'ouvrir des centres de tissage, des centres de bocolans. C'est-à-dire on peut être ensemble en harmonie. Oui. C'est-à-dire il ne faut pas couper la file. Oui. Parce que quand tu prends juste l'industrie, tu t'en fous carrément de l'artisanat, tu forces tout. Tu forces tout. Parce que le milieu rural, ils ont su garder vraiment cette technique-là. Les deux vont ensemble. Voilà, les deux vont ensemble. Mais la stratégie que moi je vois, c'est de revenir aux artisans, aux promoteurs de ce secteur. Je ne dis pas tout le monde, hein. Oui. Des gens qui ont cru à ça, qui se sont battus pour ça. Vraiment, qu'on les laisse avoir des actions. Qu'on les laisse avoir des actions pour l'implantation vraiment de ces usines-là. Oui. Puisqu'en fait, à la base, c'est nous qui créons le dessin. Oui. C'est nous qui créons le dessin. En termes d'esthétique, oui. les bocolans tissés ici sont plus jolis et plus valorisés que les pains là. Oui, oui, parce que c'est du coton, c'est le coton du Mali. Oui. Et ce pain que vous voyez, cette écharpe que vous voyez avec moi, ça a été tissé. Depuis les fils jusqu'à arriver là, c'est le travail des femmes en milieu rural. Oui. Bon, pourquoi les éliminer? Bon, la stratégie, c'est de les associer. Oui. Ceux qui sont en train de les promouvoir, c'est de les associer aussi vraiment avec des actions pour la création de l'usine. Oui. Voilà. Sinon, nous, on n'a pas peur. Les Chinois, ils peuvent vraiment tous les... Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans le domaine du textile, tu ne peux pas condamner quelqu'un parce qu'il a pris ton dessin. Oui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cela n'existe pas. Oui. Mais ce que tu peux faire, c'est que Dieu a donné quelque chose au Mali. Dieu a donné le bocolan au Mali. Et ceux qui font le bocolan, leur design, ça ne s'arrête pas. Il y a plein de gens. D'ailleurs, moi, j'ai une amie américaine qui vient une fois dans l'année. Elle vient, je l'amène au marché, on se promène. Mais elle vient pour seulement acheter 2 bocolans. Au départ, c'est des gens qui ne parlent pas. Oui. Ils te laissent comprendre toi-même. Oui. Moi, j'ai une fois, 2 fois, 3 fois, je l'amène, elle prend 2. Bon, regarde, le billet des États-Unis jusqu'ici. Mais en fait, quand elle vient,
elle achète et l'été prochain, moi je vois ses dessins sur d'autres tissus qui ont été fabriqués en Chine ou en Thaïlande. Oui. Vous voyez, ce qui fait que tous ces systèmes-là, nous, on a compris ça. Oui. On a compris. Seulement, nous voulons que l'État même, l'État soit vraiment un partenaire réel pour les promoteurs, pour les entrepreneurs du textile. Voilà. D'accord. Pourvu que l'État entende ce message. On espère bien. On espère bien. Madame Touré, oui. Quel a été votre plus bel accomplissement? Et ça a été d'avoir un magasin dans le marché des artisans de Bamako. Parce que pratiquement, je suis la seule femme là-bas. Il y a 89 souks. Oui. On est presque 1000 dans le marché des artisans, avec des corps de métiers différents. Bon, moi, ma satisfaction, moi-même, je ne me vois pas multimillionnaire. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir aider ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Dans le magasin, moi, j'ai 3 jeunes hommes là-bas, qui sont tous 3 mariés, qui arrivent à subvenir à leurs besoins. Bon, ça, quand je pense à ça, ça me donne une grande satisfaction. Oui. Et quand je prends le milieu rural aussi, les femmes avaient envie de filer du coton et c'était le seul métier qu'elles savaient faire, mais elles avaient des problèmes d'équipement. Bon, moi, il me fallait porter des chaussures en verre, comment on dit ça, Samara Negema Donsena, Kaulika Nafolonini, mais c'est que vous demeurez Chogomina, quoi, c'est équipement nous sommes. Et effectivement, ni Mboula Kabouli, c'est là qu'on a fait le sort. Parce que USAID est indemne. USAID est indemne. Tara équipement Samsung Nui, Jamanoula, Kanakana, du support, Nyonche, à milieu rural. Ils sont en train de travailler avec ça. Bon, il y a une satisfaction. Ça, c'est une grande satisfaction. Voilà, Kafoko, il y a Aflé, avec 4x4 Kono, Aflé, avec Sobelebeleba Kono. Moi, mon bonheur, c'est pas ça. Oui. Voilà, mon bonheur s'arrête aux petites choses. Tu vois, les petites choses, c'est quoi? Ça, c'est être généreuse. C'est de partager ma connaissance et puis mon expérience à d'autres personnes. D'accord. Voilà. Madame Touré, nous arrivons à la première rubrique de cette émission qui est Cerner l'invité. Vous êtes plutôt observatrice ou intervenant? Bon, je peux dire que j'observe avant d'agir. J'observe avant d'agir. Et quand j'observe, si je dois agir, j'agis. Et ça, c'est dans tous les domaines du Mali. Moi, je suis une personne engagée pour mon pays. Ça, je n'y peux rien. Parce que c'est le sport au niveau qui fait ça. Tu ne peux pas reculer. Quand il y a un problème sur ton pays, tu ne peux qu'agir. C'est être patriote. Voilà, voilà. Tu as dit le mot. Oui. Voilà. Toujours, mais à la déli, à la kanke, nga jamana fait. À la kanke, jamana de nyumai. À la kahakina nyumon dian. Mimi se ka jamana de mon ni me se ku demeni haklinai. Parce que war tembulu. Mais ni me se ku demeni haklina nyumai. Ou demeni haklina nyumai. Voilà. D'accord. Et vous êtes plutôt pour tradition ou modernité? Bon, vous savez, avec la mondialisation, avec les systèmes de communication actuels, on ne peut pas échapper à certaines choses. Vous voyez? Oui. Voilà. Chaque chose, ça dit, moi je pense que nous au Mali ici, on a une chance, c'est qu'on a une culture très riche. Tu vois, on a une culture très très riche. Et on ne peut pas lâcher ça. Mais tu peux prendre chez les autres ce qui est bien, oui, et tu la rajoutes pour toi, oui, sans te perdre. Ça, c'est un plus. Voilà, sans te perdre. Parce que c'est tellement envahissant. Aujourd'hui, les technologies sont tellement envahissantes, oui, qu'il faut vraiment, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est-à-dire tu peux accéder à ça sans t'oublier toi-même. Voilà.
Avec l'évolution de la technologie, il faut savoir où mettre les pieds. Voilà, exactement, exactement. D'accord. Et Madame Touré, qu'est-ce que vous faites de vos temps libres? Bon. Votre passe-temps favori? Oui, ma passion favorite, c'est la lecture. Oui. Oui, c'est la lecture. J'aime beaucoup lire. C'est ma passion. Et j'aime voyager aussi. Et quand je ne voyage pas, et j'ai ma fille actuellement qui de temps en temps va à l'extérieur pour arbitrer les matchs. Oui. Bon, je garde ses enfants. Et j'ai ma belle-fille aussi qui est avec moi ici, la femme de mon fils. Elle aussi, elle a un garçon. Bon, il est avec moi. Oui. Il est avec moi. Ça, c'est l'importance d'être mamie. Oui, oui, vraiment, vraiment. Amina. D'accord. Nous arrivons à la deuxième rubrique de cette émission qui est témoignage. Suivez avec nous l'avis de l'entourage de Madame Touré Lala Tangara. À travers eux-mêmes, nous sommes tous devenus des basketteurs. Parce qu'elle était basketteuse. Elle prenait l'équipe du Real seule à son dos pour gagner un match. Parce qu'à l'époque, le Real jouait avec 6 personnes. Et elle était la meilleure juge parmi ces 6-là. Donc depuis là, à travers elle, pratiquement on est tous devenus des basketteurs. Et nous avons aujourd'hui des grands joueurs ici à Médine. Et nos enfants aussi sont en train de jouer au basket. Même sa fille, elle joue au basket maintenant. Elle a terminé, elle était championne d'Afrique à Dakar. Maintenant, elle est arbitre internationale. Donc, c'est toute une génération. Bon, c'est les enfants, c'est les mamans qui amènent les enfants à faire ça. Parce que là, Madame Touré, c'est une dame battante, depuis toute petite. Bon, si elle devient ça aujourd'hui, c'est pas surprenant. Madame Touré, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Oui. Mais bien avant, on aimerait savoir, pour clôturer, votre philosophie de vie. Ma philosophie, c'est d'être moi-même. C'est d'être moi-même, d'aimer les gens autour de moi. C'est de voir le côté positif des choses. Tu vois. Amour, amour, beaucoup d'amour. Voilà, c'est tout pour ce numéro de votre émission Portrait. Merci à vous de nous avoir suivis et un grand merci à Madame Touré de nous avoir accordé tout ce temps. À vous aussi. Et merci à toute l'équipe de Mandé TV. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Oui.